La construction de la cathédrale de Chartres pose tout le mystère de l'art gothique. Jusqu'à Chartres, on construisait des églises dans un style hérité de Rome, avec la voûte en plein cintre, typique du style roman. Dès la fin du XIe siècle, on bâtit selon un principe opposé. Au lieu de peser sur ses voûtes, l'église s'envole par ses ogives. Celle-ci la lance du ciel dans un élan dynamique. On ignore encore l'origine exacte du mot gothique pour désigner ce mode de construction qui n'a évidemment rien à voir avec les anciennes peuplades venues de Germanie. Gothique pourrait venir du celte Ar Goat, qui désigne le pays du bois et des arbres, peut-être par allusion à cette véritable forêt de troncs qui était une cathédrale en construction. On a également envisagé une étymologie grecque. Gothique viendrait de Gos, le sorcier, ou de Gothis, le sortilège, ce qui relierait l'érection de ces cathédrales à une pensée magique. Enfin, il existe une origine kabbalistique au mot gothique. D'après Fulcanelli, l'initié qui a écrit Le mystère des cathédrales, l'art gothique serait l'art gothique, un adjectif qui désignait dans la langue alchimique ce qui est caché, hermétique. Quel savoir se cachait donc dans les cathédrales gothiques et d'où venait-il? En 1118, 9 chevaliers français se réunissent à Jérusalem pour établir une communauté mi-religieuse, mi-guerrière. Le roi Baudouin II accepte leur offre et les installe dans une aile de son palais dans la mosquée Al-Aqsa, sur l'emplacement de l'ancien temple de Salomon. La communauté des 9 chevaliers grandira et deviendra l'ordre des chevaliers du temple. On les connaîtra sous le nom de Templiers. Leur aventure sera stoppée 2 siècles plus tard sur un bûcher dressé par Philippe le Bel. On peut se demander si ces chevaliers sont vraiment là pour défendre Jérusalem. Ils n'interviennent que très peu dans les combats de l'époque. Par contre, on apprend qu'ils déblaient les anciennes écuries du roi Salomon sous le temple. D'après les témoignages de l'époque, ces écuries sont immenses. Pourtant, les Templiers sont encore peu nombreux et la place ne leur manque pas. Que sont-ils susceptibles d'avoir trouvé sous le temple, détruit par les légionnaires de Rome? Pour beaucoup d'ésotéristes, les Templiers sont venus chercher l'arche d'alliance des anciens Hébreux et son contenu prestigieux, les tables de la loi gravées par la main de Dieu et remises à Moïse sur les pentes du mont Sinaï. Vénérées par le peuple juif, ces tables renfermaient probablement l'essentiel du savoir intellectuel et religieux des Hébreux et des civilisations égyptiennes et mésopotamiennes, dont ils étaient les héritiers partiels. Ce savoir devait sans doute être exprimé sous une forme hermétique et sacrée, inaccessible aux non-initiés. Quand Nabuchodonosor prend Jérusalem en 587 avant notre ère, le temple brûle, mais il ne fait aucune mention de l'arche ni des tables dans le butin. Il est probable que, pour soustraire les objets sacrés aux mains impies des envahisseurs, les rabbins ont alors enterré l'arche. Par la suite, il n'en sera plus jamais fait mention. Les Arabes qui prennent Jérusalem en 638 l'ont peut-être découverte, ce qui pourrait expliquer la construction sur les ruines du temple de la mosquée Al-Aqsa. D'autres légendes font état de la récupération de l'arche par le mystérieux prêtre Jean, fondateur d'un royaume chrétien oriental. Quelques chercheurs, enfin, ont prétendu que l'arche avait été récupérée par les légionnaires de Titus et ramenée à Rome, où elle aurait été volée par les Wisigoths.
Il existe même des occultistes pour prétendre que, en réalité, les croisades n'ont été lancées que pour récupérer cette arche fabuleuse qui contenait les tables magiques sur lesquelles on pouvait lire le secret de l'univers. Les Templiers ont-ils trouvé l'arche? Rien ne permet de l'affirmer. Leur mission était secrète. Pourtant, leur tradition reprise par plusieurs sociétés secrètes l'affirme. En 1128, les 9 chevaliers reviennent en Europe. Ils ramènent probablement quelque chose avec eux. Pourquoi pas l'arche? Sur le portail nord de la cathédrale de Chartres, un pilier sculpté en relief représente le transport de l'arche. 2 bœufs tirent un objet à roue avec la légende Arca Sederis, qui peut se traduire par « Tu œuvreras par l'arche ». Une curiosité dans cette représentation qui à première vue pourrait être tirée d'une scène biblique. L'arche a des roues. Or, jusque-là, on interprétait les chérubins dont la Bible affirme qu'ils soutenaient l'arche comme des chérubins et non comme des roues. Autre curiosité, l'épanouissement de l'art gothique coïncide avec le retour des chevaliers du Temple. Son expansion se terminera avec la condamnation des Templiers. Après l'interdiction de l'ordre par le roi de France, on continuera à construire des cathédrales gothiques, mais elles n'auront plus du tout le même sens. Sans aller jusqu'à croire que l'arche d'alliance des Hébreux a été enterrée sous la cathédrale de Chartres, il faut bien admettre qu'il y a des coïncidences troublantes dans les circonstances de sa construction. L'ensemble de l'édifice a été achevé en 26 ans. Par comparaison, Notre-Dame de Paris n'a jamais été achevée. Entre 1194 et 1220, Chartres, petite cité de quelques milliers d'habitants, se dote d'un monument supérieur à ce que bien des villes n'ont pu achever qu'au prix d'interminables efforts. Au cours de la même période, des dizaines de chantiers identiques ont été ouverts. Qui finançait cette opération? Où étaient recrutés les spécialistes? Qui les avait formés? Autant de questions pour lesquelles nous devons nous contenter des réponses inscrites dans la pierre de la cathédrale. Comme l'écrit Louis Charpentier dans les mystères de la cathédrale de Chartres, il suffit de poser la bonne question, le monument répond. L'autel de la cathédrale ayant été déplacé plusieurs fois depuis la construction de l'édifice, il convient tout d'abord de retrouver sa place initiale, qui marquait traditionnellement le point central de l'église, ce point d'accord avec les forces telluriques. Cet emplacement n'est pas très difficile à situer. Il se trouve au milieu de la seconde travée du chœur, remarquable à la fois par le vitrail de Notre-Dame de la Belle-Verrière et par la chapelle de Notre-Dame du Pilier. Le monument s'organise autour de ce point central. Le chœur, tout d'abord, s'interpose avec ses proportions. Sa longueur est le double de sa largeur, proportion de la plupart des temples égyptiens ou grecs. Ce sont également celles du temple de Salomon jusqu'au Saint des Saints. La diagonale de ce rectangle permet d'obtenir, après quelques calculs simples, le nombre 1,618, qui est considéré comme le nombre d'or. Ce nombre, sur lequel de nombreux ouvrages mathématiques ont été écrits, possède plusieurs propriétés, dont celle de trouver 3,1416, le nombre pi, constante qui permet de trouver le périmètre et la surface d'un cercle dont on connaît le diamètre. Le rectangle du cœur de Chartres contient donc, par ses dimensions et ses proportions, la possibilité de transformer une surface angulaire en une surface circulaire. Du rectangle, on peut déduire un cercle, une table ronde. C'est la fameuse quadrature du cercle, trouvée géométriquement, mais non mathématiquement.
Par une série d'autres calculs, on parvient à détecter d'autres coïncidences dans les principes des bâtisseurs de Chartres, qui semblent avoir utilisé un certain nombre de mesures élémentaires et de figures géométriques que l'on retrouve dans plusieurs monuments de l'Antiquité, dont les pyramides égyptiennes. Citons un exemple, la présence des mesures de la corde à 12 nœuds des anciens druides, une organisation des différentes chapelles sur le schéma d'une étoile à 7 branches, une surface égale au centième de la base de la pyramide de Khéops. Citons également cette étrangeté. Au solstice de juin, le soleil vient toujours illuminer une pierre blanche marquée d'un tenon de métal et située vers le milieu du chœur. L'ensemble de ces mesures permet de dégager une constante, la coudille de Chartres. La plupart des mesures observables de la cathédrale dérivent de cette unité de mesure, évaluée à environ 0,73 mètres. Que signifie donc cette mesure? C'est stupéfiant, elle représente la 100 millième partie du degré du parallèle de Chartres. L'influence de la fraternité qui a construit Chartres est ici manifeste. On en trouve la preuve à Reims et à Amiens. À Reims, la coudée est de 0,71 mètres, ce qui correspond également à la 100 millième partie du degré du parallèle local. Même chose à Amiens, avec une coudée de 0,70 mètres. Nous avons vu que le rectangle du chœur était transformable en table ronde. Cette table ronde existe. Gravée dans le sol de la cathédrale, elle forme une sorte de labyrinthe de dalles noires et blanches. Cette figure a déjà fait couler beaucoup d'encre.